On est évidemment très intéressé par savoir ce que ça vous a fait, j'allais dire, à vous personnellement, comme dirigeante du Parti socialiste, présidente des jeunes socialistes, députée européenne et surtout animatrice de l'ensemble de cette démarche. Merci tout le monde. Bonsoir Toulouse. J'espère que vous allez bien, chers amis, chers Toulousaines, Toulousains. Je sais qu'il y a aussi quelques camarades socialistes qui se sont glissés dans la salle, donc j'aimerais quand même vous saluer, remercier toutes celles et tous ceux qui ont accueilli ces réunions dans leur fédération. Je vous vois ici, mais je sais que Sarah aussi, qui va prendre la parole plus tard, a accueilli la réunion dans le Nord. Merci de venir de Lille, Sarah. Olivier, on a passé beaucoup de temps ensemble. On passe souvent du temps ensemble, il faut le dire, parce qu'on se voit souvent au Parti socialiste, on fait des réunions, on travaille, on discute. Mais avec Olivier Faure, on est allé dans 7 villes. On a parcouru ensemble 7 villes en France. Alors on a commencé à Rennes, ensuite on est allé à Douai, on est allé à Argenteuil, à la Seine-sur-Mer, à Carcassonne, à Guéret, et j'en oublie une, à Famec. Vous me faites suivre, merci les camarades de Toulouse que je vois derrière Sébastien Vincini, vous m'aidez. Et moi j'ai envie de vous partager peut-être mon ressenti sur ces réunions parce que j'ai eu le plaisir, et je remercie Olivier Faure de m'avoir fait confiance, de piloter cette démarche autour de Notre France Parlons-en avec la direction nationale du Parti socialiste et l'agence grand public. Laurent et Fred, qui étaient présents à mes côtés à l'instant, l'ont bien expliqué. Moi, dans cette démarche, j'avoue qu'au début, je me disais, mais je sais que ça va être intéressant, je sais qu'on va nous dire des choses, mais je ne sais pas exactement ce qui va en ressortir. Je ne sais pas et j'ai hâte. J'ai hâte parce que je sais qu'on va se prendre des baffes. Je sais qu'on va se faire crier dessus. Je sais que certaines et certains vont nous dire, mais en fait, on ne vous attend plus. Ce qu'on le dit, ce qu'on pense, en fait, vous le savez déjà. Et c'est ce que nous ont dit parfois des camarades qui venaient avec nous à ces réunions. Des camarades maires, députés, élus locaux, qui me disaient, oui, enfin, Emma, Olivier, c'est bien joli vos réunions, mais en fait, dans nos permanences, on a la même chose. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on fait ces réunions et pourquoi est-ce que finalement, il y avait une valeur différente à ces moments politiques si forts, si importants, ces 7 réunions publiques avec Notre France Parlons-en ? Eh bien, l'objectif pour nous, justement, c'est d'essayer de dire comment est-ce que maintenant, on arrive à casser cette espèce de barrière de la langue qui oppose les citoyennes et les citoyens, les Françaises et les Français, des politiques en général. Nous, on avait très envie de dire des socialistes parce qu'on avait envie de faire en sorte que ce soit une question très personnelle. Mais la réalité, c'est qu'à la fin, la question, c'était des politiques. Et il fallait qu'on arrive un peu à réenchanter la démocratie. Et rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas dans ces réunions-là qu'on allait réenchanter la démocratie. Parce que nous, notre rôle, dans ces réunions-là, c'était de parler. Et même pas de parler d'ailleurs, je dis des bêtises. Nous, on parlait après, quand on avait la chance de pouvoir partager un verre de jus d'orange avec les personnes qui étaient venues. Mais notre rôle, notre importance dans ces réunions, c'était d'écouter. C'était de s'asseoir, de se taire et d'attendre. D'attendre que les baffes arrivent. Mais en fait, pas que les baffes. Il y en a eu des baffes, des colères, des tristesses. Et moi, j'ai envie de vous parler de tout ça, mais vous l'avez un peu vu. On les a eu, ces mamans solo qui nous parlent de sentiment d'abandon. On les a eu, ces jeunes qui nous parlent de Parcoursup, comme d'un traumatisme, alors que ça ne devrait pas être un traumatisme d'aller à la fac, ça devrait être un moment d'espoir. On les a eus, ces agriculteurs, ces agricultrices, ces personnes aussi qui sont caissiers ou caissières au supermarché, qui nous disaient, mais il y a 4-5 ans, vous nous applaudissiez, on était votre espoir. Et aujourd'hui, on crève la bouche ouverte et vous vous en tapez. Vous vous en tapez. Alors nous, on disait, mais non, c'est pas vrai. Si on vient vous voir, si on est socialiste, si on est militante et militant, c'est qu'évidemment, on s'en tape pas, c'est que l'indifférence, c'est pas nous. Mais pourtant, c'était ça qu'on représentait. Quel que soit notre âge, quel que soit notre mandat, si on était mandat ou pas, quel que soit depuis combien de temps on était responsable politique, on représentait quelque chose que certains n'avaient pas envie d'écouter, d'aimer à la fin. Et ça nous a heurtés. Évidemment que ça peut nous heurter, mais passé tout ça, on écoute d'autres choses et on écoute les espoirs. Parce que des espoirs, en fait, il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Vous avez vu ces enfants, parce qu'on a eu la chance d'avoir des très très jeunes qui venaient dans ces réunions et qui me disaient « Mais moi j'aime la France. Moi j'aime la France. Pourquoi est-ce qu'on a le droit de dire j'aime la France que quand il y a un match de la Coupe du Monde ou quand il y a les Jeux Olympiques ?
Pourquoi est-ce que j'aime la France? C'est que quand il y a Léon Marchand qui nage. Alors que, même si Léon Marchand ici à Toulouse, je sais que ça veut dire quelque chose. Mais j'aime la France. Moi, je le dis. Moi, je suis issue d'une famille qui est arrivée en France pour fuir la haine à l'autre bout du continent et qui est venue chercher dans la France ses valeurs. Et qui parfois même, quand elle est arrivée en France, les a pas trouvées tout de suite. Et qui s'est dit, on va aller résister pour les trouver, pour les chercher. Et ça, les amis, Toulousaines, Toulousains, je sais que si vous êtes là, c'est parce que vous le savez. Moi, cet espoir, cet amour, je l'ai vu partout. Je l'ai vu partout, un espoir fou. Un espoir fou combiné à une colère. Parce qu'en fait, c'est ça notre défi pour nous aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire mieux. Alors, on en a vu des gens qui ont dit « faites mieux ». Faites mieux, c'est à la génération d'après de faire mieux. Et puis en fait, vous avez fait des trucs, vous avez raté, donc maintenant faites mieux. Parce qu'en fait, nous, on a raté et maintenant c'est à vous. Alors, passé le moment où on dit « bon, papy », c'est facile à dire. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à faire mieux? Moi, c'est ma question. De dirigeante politique socialiste, de présidente des jeunes socialistes. C'est ma question de parlementaire aussi. Comment est-ce que maintenant, on arrive à faire mieux? Comment est-ce qu'on se dit, comment est-ce qu'on casse cette barrière de la langue? J'étais à côté à l'instant de Sébastien Vincini, mon camarade, ami, président du conseil départemental de Haute-Garonne, et Sébastien me disait, moi j'essaye de me débarrasser de mots dans la bouche. Tu me disais ça, tu me disais, moi je parle plus de ruralité, je parle de campagne. Tu me dis, je parle plus de famille monoparentale, je parle de mère célibataire. Parce que même nous, on est englués dans des trucs, on parle plus français. On parle plus français alors qu'on est en fait des Françaises, des Français, des citoyens comme les autres finalement. Juste à un moment, on a eu le déclic. On a passé la porte du local de section. On a eu des personnes qui nous ont expliqué comment les choses pouvaient se faire. Mais moi, j'y crois, voilà. C'est ça en fait que j'ai envie de vous dire. C'est que moi, je suis terriblement optimiste. Je pense qu'on peut le faire. Et je voudrais vous remercier les personnes qui ont accepté d'être interviewées dans ces enquêtes, qui sont venues parler dans nos réunions, parce que vous nous avez donné, en fait, une niaque terrible, quoi. On ressortait de ça et on disait, oui, en fait, c'est à nous de faire le boulot, parce que si on a lancé notre France Parlons-en, si on a lancé ce dispositif, c'est parce qu'on s'est dit, nous, on est des militantes et des militants socialistes qui avons envie de créer un projet. On a envie de pas uniquement être contre quelque chose, parce qu'en fait, on est contre quelque chose aujourd'hui. On est contre le Rassemblement national, on est contre l'extrême droite, qui casse tout, qui veut tout casser dans la République. On est contre la droite, qui aujourd'hui est en train d'affaiblir tout le monde, d'appauvrir tout le monde. On est contre aussi parfois certaines voix qui s'élèvent dans notre propre camp à gauche et qui nous affaiblissent, qui nous tâchent. Et on l'a encore vu ces derniers jours. Mais on le sait aussi, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de dire on est contre. Ça ne marche pas, ça ne marche plus. Donc là, la question maintenant, c'est mais pourquoi on fait de la politique? Pourquoi est-ce que nous, socialistes, on a envie de dire, en 2027, parce que vous l'avez compris, aujourd'hui, ce n'est pas la fin d'une aventure, c'est une étape. Pourquoi est-ce qu'on fait de la politique et pourquoi est-ce qu'on a envie de dire aux Françaises et aux Français qui nous ont dit à longueur de réunion, parfois on ne croit plus en vous, pourquoi est-ce qu'on veut que les Françaises et les Français croient de nouveau en nous? Pourquoi est-ce que nous, on pense pouvoir encore être pertinents? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de demander à m'accompagner sur scène 3 camarades membres avec moi de la direction nationale du Parti socialiste, Samira Lal, Corinne Narassiguin et Diana Badiop. Vous avez le micro. Alors, chers amis, je vais vous demander, on a un peu préparé, on s'est dit comment est-ce qu'on va faire en sorte que ce moment soit dynamique, parce que déjà j'aimerais vous présenter, évidemment toutes les 3. Corinne Narassiguin, tu es désormais sénatrice de Seine-Saint-Denis. Diana Badiop, tu es notre députée des Yvelines. Et Samira, tu es une camarade du Pas-de-Calais. Et aujourd'hui, tu es aussi notre secrétaire nationale en charge des questions de handicap. Le handicap qui a notamment été un sujet qui est beaucoup revenu dans ces réunions. Je vais vous faire réagir une à une à des petits clips vidéo d'extraits que vous n'avez pas encore vus, notre Tour de France. Et donc, je me permets de lancer le premier clip. On verra si ça marche.
Les quartiers populaires, ce sont les endroits oubliés par la France. C'est-à-dire que la France commence aux frontières des quartiers. On a monté un collectif en 2022 pour défendre la Beaucaire. On l'a fait pour notre France, parce qu'on avait aussi marre qu'on nous dise que nous, les enfants d'immigrés, on était des assistés. Les Français, les Italiens, les Espagnols ont réussi à s'en sortir. Il reste nous. C'est pas faute d'avoir fait des études. C'est pas faute d'être de bons citoyens. Nous sommes encerclés dans un piège où quitter nos quartiers et obtenir un emploi à la hauteur de nos qualifications, c'est pas possible. Moi, personnellement, j'ai grandi dans un quartier, je suis né dans un quartier. Mon père est marocain et ma mère est marocaine, née en France, et je suis né en France. On va être en bas d'une tour, on va discuter, on va nous assimiler à quoi? À des dealers, des terrains de drogue, tout ce qui se passe. Qu'est-ce que nous, on a à voir là-dedans? Et pourtant, je travaille, je me donne la peine, je me tue au boulot. Malheureusement, nous, on n'est que citoyens. Ça veut dire on vit là-dedans. On est tous dans le même trou à rats. Moi, j'appelle ça un trou à rats. Ça veut dire qu'il y a une issue, mais laquelle? J'ai grandi dans un quartier très défavorisé à Famec. J'ai grandi que dans la cité. J'ai grandi que dans ça, dans la délinquance. Je vous dis la vérité, dans la drogue, tout ça. Ça, c'est mon domaine. Dans les cités, dans les ghettos, tout ce genre de choses-là, ce sont des enfants qui n'ont pas connu autre chose, un monde extérieur, que le monde où ils vivent. Il faut les accompagner, il faut essayer de les comprendre. Il ne faut pas rester là en face d'eux, dire « Ah, ça c'est un enfant difficile, ah, ça c'est un autre difficile ». Non, c'est pas « Oui, je vais lui donner, comme on dit, je vais lui donner des vacances pour comme ça il se calme un peu ». Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, Corinne, c'est toi la première à qui je demande de réagir à cette séquence. Qu'est-ce que toi t'en as retenu et ça appelle quoi pour la suite pour nous socialistes? Alors bonjour à toutes et tous, je suis heureuse d'être avec vous ici et je crois que on a du travail qui est fait au parti depuis longtemps, mais que ce qu'on a entendu, ce moment de restitution, nous percute quand même et nous montre que si on avait travaillé dans la bonne direction, on a besoin quand même d'approfondir, d'enrichir et vraiment de rentrer dans la vie quotidienne des gens et d'apporter des réponses qui leur parlent vraiment dans leurs problèmes les plus proches. Et je trouve que ce qui est assez frappant, c'est que finalement, il y a cette unité dans le diagnostic, quels que soient les territoires. Et on a beaucoup de fractures territoriales, on a beaucoup de zones dans ce pays qu'on estime être des territoires oubliés de la République, de notre pacte social, et que ce soit dans les quartiers populaires ou dans des zones qui sont en milieu urbain ou semi-urbain, ou que ce soit des milieux plus ruraux, ou dans nos outre-mer, finalement, d'abord, ce qu'il y a, c'est le manque de services publics. La République, c'est d'abord les services publics. C'est d'abord l'accès à une éducation de qualité pour ses enfants, c'est l'accès aux soins, c'est aussi le droit à la sécurité et à la justice au quotidien. Et puis c'est aussi pouvoir avoir un avenir, notamment on parle beaucoup de la jeunesse, avoir un avenir, donc des perspectives économiques, avoir un aménagement du territoire, des transports qui désenclavent, et donc c'est vraiment finalement ce qui a toujours fait le cœur de nos combats à gauche en tant que socialistes, la République sociale, le pacte social, auquel on doit vraiment aujourd'hui, qu'on doit remettre vraiment au cœur de nos travaux. Et je crois qu'on a déjà fait du travail au parti et qu'on va pouvoir vraiment beaucoup l'enrichir avec cette tournée de Notre France Parlons-en. Merci beaucoup Corinne. Je vais demander, avant qu'on lance le deuxième clip, peut-être juste à Djenaba, discrètement de te retourner, parce que sinon la caméra, le live ne te verra pas. On va continuer à tourner et à se voir vers vous aussi, chers camarades, ne vous inquiétez pas, ne vous oublions pas. Mais du coup, on va lancer le deuxième clip et c'est Djenaba qui se prépare. Non, c'est toi. Et c'est Samira qui se prépare, pardon. Le racisme, dans nos territoires, ça devient pratiquement du quotidien. J'ai un associé, né en France, qui a grandi dans un village, qui s'appelle Mohamed El Mayali. Ce mec-là, c'est un mec en or, issu de l'immigration. Il vit le racisme chaque semaine. Et aujourd'hui, les langues se délient, c'est l'arabe, des choses qu'on n'entendait pas encore il y a quelques temps. Et aujourd'hui, on a besoin de vous, les politiques, de nous donner des solutions et des choses pour continuer à garder espoir. Je suis sénégalaise. Et quand on dit Sénégal, on parle France, parce que ancienne colonie. On me demande souvent pourquoi j'ai choisi la France. Pour moi, c'était évident. Liberté, égalité, fraternité. Je travaille, je paye mes impôts.
Mais en fait, ma voix ne compte pas. On ne me voit pas comme un avenir. On me voit comme un problème. La France était une terre d'accueil dans les années 50-60. Je suis fils et petit-fils de sidérurgistes. On a tous travaillé dans la sidérurgie. Mais aujourd'hui, la sidérurgie, elle est en déclin. Vous vous rendez compte, c'est ce qui a fait vivre la France. Dans les années 60, on a construit, on a fait des usines. Il y avait tous les fils d'immigrés. Aujourd'hui, on parle de racisme et tout. Mais c'est quoi ça? Avant, les voisins, c'était des Italiens, des Polonais. Et ils ont construit des maisons, on habitait à côté de l'autre. On sortait, on buvait le café, on mangeait ensemble. Et voilà. Et il n'y avait pas de racisme. Et aujourd'hui, la sidérurgie, quand les gens sont déçus, ils votent quoi? L'extrême droite. Moi, ma France, c'est la France de 98, la Coupe du Monde, black, blanc, beurre, où tout le monde s'aime. Je suis enfant de mineur. Mon père est arrivé en France dans les années 60. On nous a fait croire à l'égalité des chances et c'est pas vrai. La discrimination existe en France. Alors moi, mes frères se faisaient contrôler dans la rue. Aujourd'hui, mon fils, il a 16 ans, il se fait contrôler dans la rue. Je trouve pas ça normal. Je suis française, il est français. Donc quand je suis sans cesse renvoyée à ça... Alors, on le voit, il y a beaucoup de personnes qui soufflent face aujourd'hui aux discriminations qu'ils vivent, qui rendent finalement beaucoup de choses impossibles au quotidien. Et on a eu ces phrases hyper fortes que je pense que chacun a notées, mais qui étaient de dire, mais en fait, à partir de quand? À partir de combien de générations, en fait, dans ce pays, on peut être français, reconnu comme français, considéré comme français. Toi, Dieynaba, cette séquence qui parle évidemment beaucoup de discrimination, de racisme, comment tu l'as ressenti? Est-ce que tu as eu des choses qui surprenantes ou c'est pas comme ça que tu l'as prise? En fait, elle me percute d'autant plus que c'est des questions qu'on se pose encore. Moi, je suis députée depuis le 8 juillet, enfin depuis le 7 juillet dernier. Et encore aujourd'hui, en tant que députée, il y a des gens qui me demandent de justifier du fait que je suis française. J'ai des filles qui sont aussi françaises, à qui on rappelle sans cesse qu'elles sont petites filles d'émigrés. Mon père, il était ouvrier chez Renault. Et j'ai grandi, comme beaucoup, dans un quartier où c'était un melting pot, où on ne se posait pas de questions. Alors, qu'est-ce qu'on a loupé? Moi, c'est la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on a loupé pour qu'aujourd'hui, encore, il y a des gens qui me demandent, moi, Dieynaba Diop, députée de la 9e circonscription, oui, mais vous êtes d'où? En vrai, avant. C'est vrai, parce que on continue de me demander ça. Et pourquoi encore aujourd'hui, je reçois des raids racistes, sexistes, islamophobes, alors que je suis une élue de la République? Et donc ça nous percute toujours. Et ces discriminations mène à cette espèce de sentiment que finalement on ne sera jamais intégré. Peu importe ce qu'on fait, peu importe à qui on parle, peu importe le parcours, eh ben, il y a toujours un moment où on vous rappelle que vous êtes d'abord venu d'ailleurs. Alors comment se sentir d'ici quand on vous dit tout le temps que vous êtes venu d'ailleurs? Alors, nous, on a fait des propositions. Au niveau du parti, parce qu'on a beaucoup réfléchi sur ces questions-là. Et une des premières propositions, c'était de dire, est-ce qu'il ne faudrait pas un ministère dédié aux discriminations? C'est-à-dire être en capacité de pouvoir, à un moment donné, avoir tout un travail qui soit coordonné, rattaché au Premier ministre ou à la Première ministre, pour lutter efficacement contre ces discriminations. Parce qu'on est en 2025, elles existent toujours et quel que soit votre niveau, elles vous percutent encore. Et puis on s'est demandé la question de dire est-ce qu'il ne faut pas aussi nous arrêter de nous cacher derrière notre petit doigt et de pointer de manière distincte et de manière beaucoup plus fine toutes ces discriminations. C'est-à-dire un testing peut-être aussi au niveau national, dans nos services publics. Parce que les discriminations, elles existent aussi dans nos propres services publics. On le sait avec la police, mais c'est aussi à l'hôpital. C'est aussi lorsque vous allez chercher du travail, même dans les collectivités territoriales, il y a encore de la discrimination. C'est finalement, comment est-ce qu'on arrive, nous, aujourd'hui, à convaincre de ça, Dieynaba? Parce que moi, je te pose la question, on a été au pouvoir de 2012 à 2017, on avait une chance de faire des politiques publiques antiracistes à ce moment-là, de faire le récépissé de contrôle d'identité dans les contrôles de police. Beaucoup nous ont parlé des contrôles. C'est quelque chose que toi tu portes au Sénat, Corinne. Est-ce que tu penses qu'en fait on peut encore être
convaincant, alors qu'on a peut-être été décevant? Moi, je crois que d'abord, pour être convaincant et pour être crédible, il faut déjà reconnaître qu'on n'a pas fait tout ce qu'il y avait à faire. Si déjà on reconnaît qu'on a failli sur un certain nombre de questions, déjà, les gens vont dire, au moins déjà, vous reconnaissez que vous avez fait des erreurs et que vous n'avez pas été parfois à la hauteur des espérances que nous, on portait. Mais moi, ce qui m'a touchée, c'est l'espoir. C'est les gens, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, ils nous disent, faites. Ils auraient pu dire, c'est bon, restez chez vous. On vous a assez vu, on va se débrouiller tout seul. Mais moi, ce que je retiens de ça, c'est que encore aujourd'hui, ils attendent de nous qu'on soit un débouché politique. Alors, il va falloir le faire. Merci Dienaba. Et avant de terminer cette séquence avec Samira, je vous propose de regarder un dernier extrait de ces 70 heures de réunion avec vous. On se lève tous les matins pour aller travailler, mais on a l'impression que les gens courageux, ils déméritent en fait. Le salaire qu'on a, on paye nos factures et on peut à peine manger, on peut à peine se payer quelque chose, quoi. Si on se fait un plaisir, on peut pas. Ou alors le mois prochain, on le paye. Donc on peut pas se faire plaisir en fait. On se lève pour payer. Il y a 30% aujourd'hui des femmes qui sont monoparentales. On s'en occupe pas. On n'en a rien à foutre des femmes qui galèrent, qui font la guerre à se lever le matin, à s'occuper de leurs enfants, à trouver des solutions pour comment débattre avec une voisine si elle peut récupérer à l'école, aller faire ses courses parce qu'elle a 3 ou 4 boulots, qu'elle est payée que 500 ou 600 € par mois, qu'elle n'arrive même pas à manger 3 fois, faire 3 repas. Mais c'est la réalité, messieurs, c'est la réalité. La France, on a la SAMU, on a les aides sociales, pas de souci. Mais pour avoir un appartement, on fait comment? Pour vivre, on fait comment? On vit pas. On survit en fait. Moi je sais, avec des amis, des fois on mange tous ensemble, on prend quelque chose au magasin et on mange tous ensemble pour pouvoir partager. Mais les gens, les pauvres qui sont tout seuls, c'est normal de voir des SDF à l'heure d'aujourd'hui? Mais pas du tout en fait. On doit s'aider. C'est la France, ça va pas, ça va pas. Samira, comment est-ce que tu as ressenti cet extrait? Toi, en plus, tu es dans un département, le Pas-de-Calais, tu es militante à Hénin-Beaumont. C'est des réalités que tu connais, que tu nous racontes régulièrement, évidemment. Comment est-ce que toi, tu ressens tout ce que tu viens d'entendre là? Alors, disons que les témoignages qu'on a pu entendre, je les entends, je les connais. Je suis moi-même maman solo. Donc là, je vais vous donner des chiffres, parce que les chiffres sont parfois assez parlant. On a une famille sur 4 en France qui est une famille monoparentale. Et dans 85% des cas, à la tête de ces familles monoparentales, on y trouve une femme. Une femme qui assume à elle seule la responsabilité éducative, financière et la fameuse charge mentale qui repose uniquement sur ses épaules. Beaucoup aussi gèrent leur foyer 365 jours par an parce qu'il y a un parent démissionnaire. Elles doivent courir après une pension alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, en France, encore aujourd'hui, le droit de visite est un droit, ce n'est pas du tout une obligation. Donc le parent démissionnaire fait ce qu'il veut. Et au final, on a un parent qui reste seul à gérer ses soucis. 41% de ces familles vivent sous le seuil de pauvreté. Parce qu'on a une logique familiale, une organisation. Enfin, je pense que beaucoup ici savent ce que c'est. Quand on doit courir, quand on a un mode de garde qui n'est pas adapté à des horaires. Donc on doit accepter un emploi précaire, des temps partiels subis. Et à côté de ça, donc, tu l'as rappelé, je suis aussi secrétaire nationale en charge du handicap. Il y a parfois la question du handicap qui s'invite dans les familles. On a 20% des enfants porteurs de handicap qui vivent dans une famille monoparentale. Et donc, en plus de tous les soucis, donc on doit courir, se battre, comme le disait la dame, elle parlait de guerre, le mot est fort, mais oui, c'est une guerre du quotidien qu'on doit mener, parfois contre les administrations, quand on ne parle pas du regard des autres sur votre situation, sur votre parcours. Quand on s'ajoute à cela les soins au quotidien, quand on ajoute à cela des solutions de scolarité qui ne sont pas adaptées,
On a beaucoup d'enfants qui ne sont pas scolarisés, ou alors qui ne sont pas scolarisés à temps plein. Donc tout ça, c'est un quotidien qui est chronophage. Les démarches sont longues, comme l'a rappelé tout à l'heure Sébastien. Les délais MDPH sont très longs, donc c'est de l'attente, c'est du stress de ne pas savoir quelle solution sera apportée à nos enfants, parce que parfois les solutions sont quasiment inexistantes. Et puis il y a aussi la situation des parents solos qui sont eux-mêmes porteurs de handicap. Alors, et quand il s'agit des femmes, eh ben, on est 3 fois plus exposés au chômage, 3 fois plus exposés à la précarité. Et parfois, le handicap du parent est une simple conséquence des années à porter un quotidien qui est lourd. Je peux en témoigner moi-même, je suis porteuse d'un handicap, mais personne ne saurait deviner lequel, parce que comme 80% des handicaps, ben, il est totalement invisible. Mais c'est juste la conséquence d'années d'épuisement. Mais je ne suis pas la seule. Bon, voilà, enfin, je ne suis pas là non plus pour me plaindre, mais c'est juste pour vous dépeindre le quotidien de milliers de familles en France. Et je suis assez fière de faire partie de cette famille socialiste qui porte les combats pour les familles monoparentales. Voilà, j'en ai pour preuve la proposition de loi que porte Philippe Brun pour créer un vrai statut des familles monoparentales, un droit au répit, et voilà, une reconnaissance administrative de la situation de ces familles. Et puis les socialistes, là j'ai en face de moi une députée, une sénatrice, et donc je sais que les combats qu'elle porte, et voilà, on porte les socialistes globalement la famille socialiste porte notamment donc la création de plus de postes d'AESH avec un vrai statut. Parce qu'il faut aussi préciser que la grande majorité des AESH sont des femmes. Et donc voilà, donc globalement tout ce que j'ai à vous dire. En tout cas, merci pour votre écoute et merci Emma pour ce Tour de France. Merci beaucoup. Et avant, mesdames, juste de vous faire descendre de scène, c'était important qu'on puisse parler du travail qu'a mené au Parti Socialiste notre camarade Fathia Kelouachi. Corinne, tu voulais en dire 30 secondes ? Oui, juste, je ne vais pas pouvoir détailler les 24 propositions qu'elle a faites avec son groupe de travail, mais je voulais quand même saluer ce travail qui a été fait par la députée de Seine-Saint-Denis, également comme moi, sur les quartiers populaires, et qui finalement, je le disais au début, peut aussi servir dans d'autres territoires, mais qui sont bien sûr spécifiques sur ces quartiers populaires, parce qu'on a un énorme enjeu aujourd'hui pour notre jeunesse d'abord, mais pas seulement, pour les familles qui y vivent, sur les services publics, sur le fait qu'elles ont droit aussi qu'on casse ces inégalités territoriales. Et puis, je voulais saluer aussi le travail qui a été fait par Émilienne sur un autre sujet, Émilienne Pourmirol, qui vient juste de partir, mais avec la sénatrice Annie Le Houerou des Côtes d'Armor sur l'accès sur les déserts médicaux et vraiment sur des solutions de proximité qui, je crois, peuvent répondre aussi à beaucoup des problématiques et dans nos quartiers populaires et partout en France. Merci beaucoup à toutes les trois pour ce moment extrêmement important. Avant, allez-y, je vous en prie les filles. Avant peut-être vous le savez, Olivier Faure va bientôt prendre la parole, mais avant de laisser la parole à notre premier secrétaire, j'ai le plaisir d'appeler quelqu'un qui a mené un travail extrêmement important au Parti Socialiste depuis maintenant plusieurs mois. Quelqu'un qui, et j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais qui est notre première secrétaire fédérale dans le Nord et qui a mené 2 travaux conjointement extrêmement importants pour aujourd'hui et dont j'ai envie qu'elle nous parle. À la fois, elle a mis au travail le Parti Socialiste avec un grand séminaire notamment pour lutter contre l'extrême droite avec notre camarade Ninhué Descamps, mais aussi Sarah Kerich, que du coup j'appelle, a pu porter la convention Retrouvons le peuple au Parti Socialiste. Sarah, je t'en prie, rejoins-moi pour pouvoir nous dire quelques mots là-dessus. Voilà Sarah. Sarah, je t'en prie, tu as vécu plusieurs réunions avec nous, notamment au Douai, dans ta fédération du Nord, mais tu as pu aussi suivre le début de cette réunion, tu as pu voir d'autres extraits. Toi, t'en retiens quoi de notre France, parlons-en ? Eh bien, j'en retiens que les classes populaires sont au final très diversifiées, qu'il n'y a pas les campagnes contre les villes, il n'y a pas les ouvriers contre les cadres, et il n'y a pas
les descendants d'immigrés contre les Français d'origine, et j'en retiens qu'au contraire, tout le monde veut faire partie de la même photo, tout le monde veut être dans la même société, mais il faut encore se donner les moyens, et ces moyens, c'est l'égalité, c'est les conditions d'accès aux ressources, à l'emploi, et c'est les répartitions des richesses, parce que sinon, on reste dans cette société figée où les uns et les autres ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas changer de classe et ne peuvent pas voir leurs espoirs se réaliser. Donc rien n'est figé, mais si on s'en donne les moyens, il est possible d'avancer vers une société du vivre ensemble et d'une société qui, au contraire, réunit plus qu'elle ne divise. Merci beaucoup Sarah, mais le travail il continue, notamment je sais que tu mènes beaucoup de travaux dans le Nord, notamment et puis dans la France entière, parce qu'on va devoir être en ordre de bataille aussi pour les élections municipales qui viennent. Convention Retrouvons le Peuple, c'est quelque chose qui a motivé, mobilisé beaucoup de camarades socialistes, mais sur la lutte contre l'extrême droite, tu as parlé finalement de toute la diversité des réponses. Ce que tu nous disais, et je pense que ça correspond bien à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une réponse, sans doute, il y en a une multitude, et ça correspond à ce qu'on dit sur avoir un projet socialiste positif. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Bien sûr, moi je crois beaucoup au droit au bonheur. Je crois que ce qui est en train de se passer en France, c'est-à-dire l'ancrage du vote RN dans les campagnes, dans les zones périurbaines, n'est pas inéluctable. Et au contraire, et c'est le sociologue Benoît Coquart qui le montre, il y a dans ces milieux-là beaucoup de solidarité, il y a la valorisation aussi d'une autre forme de réussite, peut-être pas celle par les études, mais celle par une réussite par le travail, par l'auto-entrepreneuriat. Et c'est aussi ces modèles que la gauche doit valoriser, et la gauche ne doit pas se montrer méprisante avec ces jeunesses populaires qui, au contraire, veulent réussir par elles-mêmes et ne veulent pas attendre qu'on leur donne la main, mais veulent bien au contraire pouvoir saisir cette liberté. Donc c'est un travail qu'on continue de mener avec le Parti Socialiste et que je suis fière de pouvoir entreprendre parce qu'il est nécessaire pour que demain la gauche gagne en France et apporte des véritables réponses à toutes les questions qu'on s'est posées, à tout ce constat qu'on fait depuis désormais de nombreux mois. Merci beaucoup. Sarah Kerich, qui est notre camarade, donc conseillère régionale des Hauts-de-France, secrétaire nationale du Parti Socialiste à la lutte contre l'extrême droite. Le travail continue. Alors, vous l'avez entendu, les socialistes, ils se posent beaucoup de questions, mais ils se remettent aussi beaucoup en question. Ils se remettent beaucoup en question et ils n'ont pas envie de refaire les mêmes erreurs année après année qui peut-être nous amènent aussi parfois à refaire ces consultations citoyennes, qui nous amènent à discuter, mais surtout à écouter les Françaises et les Français. On l'a entendu, les Français, ils ont envie d'autres discours, d'autres idées. Et c'est ce à quoi on va s'atteler, parce que le travail que vous voyez, toutes les paroles que vous avez entendues, toutes les discussions, toutes les interviews, tout cela va faire l'objet d'un travail important, notamment accompagné de chercheurs, de chercheuses, mais aussi de militantes et de militants, de citoyennes et de citoyens qui ont juste envie de rejoindre ce travail, parce que pour nous c'est essentiel de se dire que ce qu'on fait, c'est pas que de la com. Parce que parfois c'est un peu ça la politique, on a un peu l'impression que c'est que de la com. Que c'est que des mots qu'on a trouvés qui correspondent bien à un moment marketing, une envie de pub. Alors que c'est plus ça qu'on peut faire et c'est plus ça qu'on a envie de faire. Tout à l'heure, vous nous avez entendu parler de langage, et moi j'ai pu dire, notamment en reprenant les mots du camarade Sébastien, qu'il était temps de casser cette barrière de la langue qui nous oppose aux Françaises et aux Français. Moi, je fais de la politique depuis que j'ai 15 ans. Je me suis engagée, à l'époque j'étais lycéenne, en Seine-et-Marne, j'habitais en Essonne. Je décidé de m'engager parce que je me suis dit, je me sens plutôt de gauche, passons à la porte d'un local de section. Puis dans un local de section, alors j'ai adoré, j'ai rencontré des camarades, mais j'ai aussi appris des nouveaux mots. Des mots qu'on ne dit pas ailleurs. Et il est temps peut-être qu'on arrive à se départir des mots qu'on n'utilise que dans des réunions politiques, des mots qui n'ont plus forcément de sens derrière leur formatage médiatique et marketing. Et je pense que c'est un peu notre boulot. Donc moi je le dis, il y a des discours, des fois j'en peux plus, quoi. Je me dis, mais je m'ennuie. J'entends le début de la phrase, je sais déjà ce qu'il y a à la fin du dernier paragraphe. Je l'ai, la métaphore filée sur un truc, et je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça dit de plus. Et je pense que l'heure de ces discours-là, un peu vide de sens, vide d'émotion, le temps de ces discours, finalement, qu'on n'a plus très envie d'entendre, ce temps-là, il est passé, il est terminé.